35 degrés ressentis à Cotonou et environ. Le ciel est partiellement couvert. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, visite du ministre de la Santé sur le site de construction du centre hospitalier international de Calavi. Une visite qui a permis au professeur Mpati Benjamin de constater l'achèvement des travaux lancés il y a 4 ans par le gouvernement. Différentes spécialités médicales se retrouvent dans ces centres hospitaliers de référence sous-régional. Les précisions à suivre. Journée communale d'assainissement dans la commune de Dangbo. Objectif, mettre un terme à la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de déplacement de fonds. Le développement dans un instant. Et puis, révolution agricole dans la commune de Djidja. Les producteurs de la localité d'Agounan se sont exercés à l'essouchage, ceci grâce à GJS Lab et la Société nationale de mécanisation agricole. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le ministre de la Santé a effectué ce jeudi matin une visite sur le site de construction du CHIC, entendez Centre hospitalier international de Calavi, dont les travaux ont été lancés il y a 4 ans par le gouvernement. Une visite qui a permis au professeur Benjamin Mpati de constater l'achèvement des travaux de construction de cet hôpital de référence érigé sur un espace de 16 hectares dont l'inauguration officielle se fera dans les tout prochains mois. Une infrastructure qui permettra d'améliorer les conditions sanitaires des populations. Une fois la visite terminée, le ministre de la Santé, professeur Benjamin Mpati, était face aux hommes des médias pour un point de presse. À l'occasion, l'autorité a rappelé les raisons qui ont poussé à penser un tel projet d'envergure et également présenté les différentes spécialités médicales qui se trouvent dans cet hôpital de référence sous-régional. On l'écoute au micro de Wouliat Sanoussi et Henri Ganti. Le centre hospitalier international de Calavi, qui était jadis un chantier, comme vous pouvez le constater, est devenu un hôpital, là maintenant. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction personnelle, celle de toute l'équipe qui a travaillé derrière, et je suis convaincu, celle du chef de l'État qui a partagé sa vision pour le système de santé de notre pays, pour ce défi relevé 4 années après le premier coup de pioche de lancement des travaux auxquels vous avez tous été témoins. Le CHIC est là et il ouvrira ses portes très bientôt, pour le bonheur des patients du Bénin, mais également pour le bonheur de ceux qui viendront de notre sous-région. C'est le lieu également pour moi de rappeler le contexte dans lequel la construction, l'équipement et bientôt la mise en service de ce centre a été décidée. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du CHIC a germé. Le CHIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles
notamment le pôle urgence-réanimation, un pôle cardio-métabolisme pour tout ce qui concerne la cardiologie interventionnelle conventionnelle, la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphrologique pour tout ce qui concerne la néphrologie et l'urologie, et un pôle tête-cou. Comme vous avez pu le constater, le volet mère et enfant n'est pas contenu dans le CHIC et sera adressé d'une manière spécifique par le gouvernement. Toujours au cours de cette rencontre avec la presse, le ministre de la Santé a annoncé l'ouverture prochaine du Centre hospitalier international du Calavi et le recrutement du personnel de santé qui va y travailler pour le bonheur des populations. On le retrouve au micro de Wuliat Sanoussi et Henri Ganti. Le CHIC recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du 4e trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Que dit ce joyau? C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma satisfaction pour l'intérêt que les cadres béninois, aussi bien ceux résidant au Bénin que ceux de la diaspora et d'autres au niveau international qui ont manifesté leur intérêt en réponse à l'appel à candidature lancé le 27 mai 2024. Au terme de cette première vague de recrutement, une deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024. En effet, imaginez que pour animer cet hôpital, il faut 1 millier de ressources humaines. 1 millier de ressources humaines, aussi bien administratifs, techniques que du personnel soignant spécifique. Je ne saurais terminer mes propos liminaires sans souligner que le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s'agit d'un hôpital de référence qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux de niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. C'est vous dire que l'accès au CHIC sera bien structuré et bien organisé. La tomate, un des condiments nécessaires dans la préparation des repas, est devenue une denrée très chère sur le marché. Non seulement les prix sont en hausse, mais le produit n'est pas toujours de bonne qualité. S'en procurer par les temps qui courent relève d'une véritable envie de luxe. Les plaintes sont persistantes et la désolation perceptible au niveau des vendeuses. Une équipe de notre rédaction a fait le déplacement dans la journée du mercredi passé dans les marchés. Reportage de Eunice Ballet présenté par Florence Bossa. La tomate mûre, peu mûre, charnue, peu charnue est bien présente sur les étalages dans les marchés et de différentes variétés. Mais quand les clients s'en approchent, ils sont repoussés, démotivés par le prix. Très peu repartent chez eux avec ce condiment incontournable de la gastronomie au Bénin. Conséquence directe de l'envolée spectaculaire du prix de cession de ce légume-fruit. Ici au marché de Bégamé, dans la ville de Cotonou, la réalité est visible chez cette bonne dame revenue du marché de Gros.
Depuis 11 heures qu'elle a exposé sa marchandise, ce n'est qu'aux environs de 17 heures qu'elle recevra un premier acheteur. Oui, mais 40 000 euros, 12 000 sinon. 500, tout est cher. Le constat est identique dans le marché d'Antokpa. Les marchandises sont là, installées devant leurs différents étalages de tomates. Les vendeuses hument l'air dans l'attente désespérée des clients. Ceux-ci viennent au compte-gouttes. Voici une cliente qui cherche à acheter, mais elle n'arrive pas à s'entendre avec la vendeuse sur le prix. Les clients viennent et repartent sans acheter. Ils sont obligés de prendre les noix de palme. C'est très difficile pour nous aussi. On achète un peu de tomates et on ajoute des oignons et des piments. Mais si tu ne parviens pas à acheter un peu de tomates, tu es obligé d'acheter des noix de palme. Il n'y a pas l'argent. Quand les clients viennent pour acheter, ils se plaignent. C'est celui que l'on supplie vraiment qui achète. Cela fait plusieurs semaines que la cherté du prix de la tomate s'est invitée dans le marché. Ces jours-ci, elle est assez abondante mais intouchable. En tout cas, pour se faire une bonne sauce avec la tomate en quantité raisonnable, il faut débourser une petite fortune, toute chose qui éprouve durement les ressources de la famille, confesse acheteur et vendeuse. C'est très difficile pour nous aussi. Quand tu prends la marchandise et que tu n'arrives pas à vendre le lendemain, elle commence par se gâter et comme ça, ce sont des pertes pour nous. Qu'ils fassent quelque chose pour que le prix baisse. Nous sommes en manque d'argent dans le marché. Quand tu achètes chez les grossistes et que tu ne rembourses pas, c'est la bagarre. Vous vous retrouvez dans les commissariats. S'il y a lieu de faire quelque chose, venez nous en aide. Peu importe où ils sèment la tomate, que le gouvernement renforce les moyens pour alléger les peines aussi bien pour les clients que pour nous les vendeuses. Dans cette situation très difficile à supporter, commerçants et population tiennent le même discours à l'unisson. Intervention du gouvernement pour tenter de mieux réguler le marché de la tomate. Du côté des spécialistes, cette conjoncture notée dans le secteur de la tomate peut s'expliquer par le manque ou le retard dans le positionnement des intrants, les aléas climatiques et la baisse de la production au plan national. Je l'annonçais en début d'édition, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a organisé les journées communales d'assainissement dans la commune de Dangbo les 20 et 21 juin 2024. L'objectif est de mettre un terme à la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de déplacement de fonds dans la localité. Reportage. Dans le but de mettre un terme à la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de déplacement de fonds, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, a initié la première édition des journées communales d'assainissement dans le secteur de la microfinance au Bénin, dans 6 communes, dont celle de Dangbo. Le lancement de cette activité, qui s'étend du 20 au 21 juillet 2024, a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités publiques, dont les représentants du MEF, des maires des communes de l'Ouémé et bien d'autres. Le souci d'éviter à la population de tomber dans les travers des promoteurs indélicats de structures d'épargne et de placement d'argent qui s'installent dans nos contrées reculées, offrant des services financiers séduisants à l'instar du phénomène ICC Services, qui a appauvri nos populations en 2010, a conduit le ministre d'État chargé de l'économie et des finances à mettre en place ce creuset d'échange d'informations sur le secteur de la microfinance appelé Réseau national des maires, chargé d'assurer une sensibilisation permanente et étendue à toutes les couches sociales.
L'objectif général de ces journées est de renforcer la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance, en impliquant activement les élus locaux dans la lutte contre les pratiques illégales. Elle constitue une plateforme essentielle pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à notre commune et proposer des solutions adaptées. Les journées communales d'assainissement seront meublées par des discussions sur les rôles et responsabilités des collectivités locales dans l'assainissement du secteur de la microfinance de notre pays. Ces discussions pourraient aborder les thématiques telles que l'exercice illégal de collecte de l'épargne du public, le blanchiment des capitaux et les nouveaux paradigmes, la crypto-monnaie, les placements en ligne, le crowdfunding, etc., les services financiers et non financiers offerts par les institutions de microfinance agréées, l'éducation financière et les enjeux de l'inclusion financière, notamment dans un contexte numérique. Depuis la crise ICC Service survenue en 2010, des mesures conséquentes ont été prises et renforcées depuis 2016 par l'élaboration d'un plan d'assainissement. Un plan dont la mise en œuvre est rigoureusement suivie par le ministère de l'Économie et des Finances et qui a déjà conduit à la fermeture de plus de 450 structures irrégulières. Ces structures opéraient sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'appui du réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent, créé en août 2023, il a été décidé de l'organisation des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance afin de renforcer la sensibilisation des populations, notamment au niveau communal, sur les défis liés à l'assainissement et mettre en lumière les institutions de microfinance agréées dans les différentes localités. Ces journées constituent une occasion unique pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à chaque commune et proposer des solutions adaptées dans le contexte actuel de résurgence d'initiatives informelles qui constituent un danger pour nos populations. Mais avec les technologies de l'information et de la communication, on note, je le disais tantôt, une résurgence de nouvelles pratiques informelles visant à abuser de nos paisibles populations. Et face à cette situation, il est urgent d'éveiller la vigilance de tous nos concitoyens sur les risques qu'ils courent en collaborant avec des structures qui s'installent sur le territoire ou qui opèrent en ligne sans avoir la reconnaissance des autorités. La commune de Dongbo est la 4e des 6 choisie sur le territoire national pour accueillir la délégation de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Dongbo, à elle seule, compte plus d'une dizaine d'institutions de microfinance agréées par l'État. Et pour mieux faire connaître les services et produits qu'elle offre aux populations et aux acteurs de la production et la transformation des produits agricoles, et pour asseoir une économie locale plus compétitive, ces structures ont animé une foire de 48 heures sur l'esplanade de la mairie de Dongbo. Dans la suite de cette édition, les changements climatiques sont une des préoccupations des acteurs internationaux et des institutions mondiales et surtout lorsqu'ils ont un impact négatif sur les enfants. Les dirigeants de demain, bien sûr, l'UNICEF Bénin s'y investit beaucoup et a organisé à l'intention des adolescents et jeunes un atelier de validation du rapport sur l'analyse du paysage climatique pour les enfants du Bénin. Asiongo Kanya Asiongo et Derang Pevi. Comment préparer les enfants et les jeunes à réfléchir pour être partie intégrante des pistes de solutions pour sortir de la crise climatique? Une préoccupation de l'atelier organisé par l'UNICEF à l'intention des adolescents et des jeunes béninois. L'initiative porte sur les impacts négatifs des changements climatiques sur ces catégories de personnes ainsi que leurs familles est contenue dans un rapport. La crise climatique est une crise des droits de l'enfant.
chaque acteur de la société se doit d'agir pour lutter contre cette crise. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous. L'UNICEF reste toujours disponible pour appuyer d'autres priorités du gouvernement, en plus de l'engagement des jeunes et des enfants dans la lutte climatique et la mobilisation de financement climat. Les effets des changements climatiques sur la vulnérabilité des enfants sont une réalité. Et selon la spécialiste santé à l'UNICEF Bénin, le pays est classé parmi les 20 plus vulnérables dans le monde. Le ministère du Cadre de vie salue les efforts de l'UNICEF. Le travail que l'UNICEF accomplit nous permet d'avoir des jeunes très engagés, formés et équipés pour assurer la relève. Actuellement, ils sont sur le terrain pour des actions post-COP. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'UNICEF pour ses appuis, en particulier l'élaboration du rapport qui sera présenté à la validation au cours de cet atelier. Le document ne se contente pas de dresser seulement un rapport sombre de la situation actuelle. Il offre également une vision en identifiant les opportunités d'action qui se présentent. Il est prévu alors des stratégies d'éducation et de sensibilisation afin d'aider les enfants à comprendre les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés et les comportements durables à adopter. L'énergie électrique est indispensable et nécessaire dans un contexte de développement. Les pays de l'Afrique en général et particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest en sont conscients et travaillent pour une interconnexion qui puisse profiter à tout le monde. C'est dans ce cadre qu'il se tient à Cotonou la réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Asiongbon Kanyan et Déon Pévi. Cotonou accueille la 42e réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du West African Power Pool, une réunion du système d'éclairage d'énergie électrique ouest-africain pour discuter et élaborer des stratégies en vue d'objectifs communs. 13 pays de l'Afrique de l'Ouest partagent un réseau électrique pour une interconnexion fiable. Plusieurs objectifs stratégiques clés ont été identifiés. Ces objectifs représentent les domaines prioritaires où nous devons concentrer nos efforts et nos ressources pour maximiser notre impact et atteindre nos ambitions. Le WAP a besoin de la collaboration des partenaires techniques et financiers pour promouvoir les infrastructures et échanges énergétiques, a laissé entendre le président du conseil exécutif, Souley Ahmed Abdoulaziz. Il a ajouté qu'il s'agit aujourd'hui de montrer les projets, les défis, le parcours pour avancer vers la vision commune du WAP. Le commissaire en charge des infrastructures, énergie et digitalisation a mis l'accent sur une préoccupation, celle d'assurer un taux appréciable d'échange des transactions frontalières d'énergie électrique. Une production suffisante couplée d'interconnexion sont des gages pour assurer une qualité de service, une disponibilité, un fort taux d'accès et avoir des tarifs compétitifs ou des tarifs tout simplement réduits. Sédiko Douka va poursuivre pour inviter les partenaires techniques et financiers à continuer d'accorder leur confiance et apporter leur contribution. Toutes choses sans lesquelles le WAP ne peut poursuivre avec détermination sa marche vers ses ultimes objectifs. Un tour dans le département du Zoo, GIS Lab et la Société nationale de mécanisation agricole se donnent la main
pour la révolution agricole dont rêvent l'exécutif au Bénin. Les deux partenaires étaient aux côtés des producteurs à Agounan dans la commune de Djidja. Sur un site de 5 hectares, ces derniers ont eu l'occasion de s'exercer à l'essouchage grâce aux équipements, principalement les palans acquis dans le cadre du projet Tracteur pour tous. Imet Hélène Amosso pour nous en dire plus. Tester et s'assurer du bon fonctionnement des équipements agricoles, notamment les palans reçus récemment de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. L'exercice conduit par GJS Lab, structure d'accompagnement spécialisée dans l'agritech, s'est déroulé sur un terrain de 5 hectares à Gounan dans la commune de Djidja. L'instant d'une journée assistée par les organisateurs, de nombreux producteurs se sont appliqués à l'essouchage en vue de se familiariser au matériel. Permettre aux petits agriculteurs, ceux qui n'ont pas de très grosses surfaces, d'avoir leur équipement agricole. Ça peut être un tracteur, ça peut être d'autres équipements pour pouvoir travailler. Et quand on les a rencontrés, on s'est rendu compte que la première étape, c'est d'essoucher. L'essouchage a beaucoup d'avantages. Quand vous voulez labourer, par exemple, il faut que le tracteur puisse avancer sans avoir de problème. Quand vous voulez semer derrière, quand vous voulez pulvériser derrière, quand vous voulez utiliser n'importe quel outil, il faut mieux que votre terre soit vide de souches. Donc on a convenu avec eux de mettre en place ces souchages. En fait, on a acquis des palans. Et les palans qu'on a pris pour commencer, c'est des palans de 3 tonnes. Et on est venu aujourd'hui pour tester, vérifier, valider que ces palans-là marchent bien. En plus de permettre la vérification de l'état des équipements, l'activité vise aussi à rapprocher les sociétés partenaires entre elles, de même qu'avec les producteurs. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tracteur pour tous. L'initiative a conduit à la mécanisation de l'agriculture au Bénin en introduisant plus de 2000 tracteurs polyvalents et performants au profit de 50 000 exploitants agricoles d'ici 2030. Ce projet, qui est présentement dans sa phase opérationnelle, a commencé il y a peu et il se déroule dans les départements de Zou, Colline, Koufo et dans le Borgou. Depuis le lancement de ce projet en mars dernier, nous avons déjà abattu un travail considérable grâce aux 25 palans que nous avons reçus de la Sonama. Ces palans nous ont vraiment été utiles pour dessoucher des terres. Plus de 1000 hectares défrichés, mais 600 hectares sont déjà dessouchés. Mais également, nous avons comme vision de créer de l'emploi. Plus de 130 000 emplois, soit 30 000 directs et pourquoi pas 100 000 indirects. Exprimant sa satisfaction quant aux avancées enregistrées depuis le démarrage du projet, la chargée de communication de GJS Lab a aussi souligné quelques difficultés rencontrées. Elles ont trait à l'instabilité des palans et leur faible capacité. Cornélie Azon a également levé un coin de voile sur les perspectives. C'est ici que nous mettons fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes.